Bonsoir et bienvenue à cette troisième session, au troisième épisode sur les méthodes de datation. Les méthodes de datation radiométrique comme on l'a vu la dernière fois. Et, je suis vraiment ravi que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir pour considérer ce sujet. On est en train d'examiner 4 faits sur les méthodes de datation. 4 faits qui sont cruciaux pour nous aider à interpréter ce qu'on entend de notre monde. Les déclarations souvent biaisées qu'on voit autour de nous concernant l'histoire de la planète Terre et nécessairement l'histoire de l'homme. Des déclarations qui sont importantes parce qu'elles affectent notre foi, comme on va voir à nouveau ce soir. On va se rappeler de cet impact-là dans la vie du chrétien. Dans mon livre que j'ai écrit sur la défense d'une jeune terre, je décris un peu l'impact des médias en disant « Les médias du monde, toutefois, affirment souvent que la théorie de l'évolution est de la science, tandis que la théorie de la création est religieuse. Ils veulent faire passer l'une pour objective et vérifiable, puis nécessairement toute la théorie est basée sur les millions puis les milliards d'années, donc ces méthodes de datation qui viennent confirmer cette théorie, et tout va s'effondrer sans ces anges-là, ces longs anges-là de l'histoire de la Terre. Donc, on essaie de faire passer ça pour objectif et vérifiable, tandis que l'autre est une théorie religieuse inutile, exaltant ainsi la théorie de l'évolution au-dessus de celle de la création. Pourtant, les deux sont d'ordre philosophique et religieux. Les deux exigent de la foi et des suppositions subjectives quelconques. Donc, on ne peut pas prendre la création ou l'évolution puis mettre ça dans un laboratoire puis le tester selon la rigueur de la méthode scientifique. Ça ne se peut pas. On peut regarder des phénomènes, mais il faut se baser sur des croyances et des perspectives de la vie. On a déjà considéré le fait que c'est très subjectif et improuvable. Et dans ces faits-là, on se rappelle cette réalité-là, comme par exemple le fait numéro 1 concernant les méthodes de datation. On a déjà vu que les méthodes de datation ne calculent pas un ange quelconque. Quand on dit qu'on a trouvé une couche, on a trouvé une strate, on a trouvé peut-être un fossile dans un endroit quelconque, puis là on va donner des dates puis des anges à ces endroits-là, c'est totalement frauduleux de le faire selon la science et selon la méthode scientifique. L'ange n'est pas vraiment mesuré. Plutôt, certains processus et quantités de matériaux sont mesurés, et l'ange est déduit basé sur certaines suppositions, certaines perspectives qui vont s'imposer sur l'interprétation des données scientifiques. Donc, les méthodes de datation calculent ou mesurent surtout la quantité de changements dans les éléments radioactifs d'une roche, par exemple, ou d'un fossile. La quantité des proportions qu'il y a. Elle révèle précisément les proportions des éléments parents en comparaison avec les éléments filles d'un spécimen. Mais ces proportions-là, ce n'est pas de l'âge. Ce n'est pas de donner une durée quelconque à l'histoire de ce spécimen-là. On ne peut pas le savoir. Pour arriver à un âge absolu d'un spécimen, les scientifiques doivent s'appuyer sur des suppositions précises. Et c'est ces suppositions-là qui ne sont pas prouvables. Des suppositions non scientifiques, en fait des fabulations qui sont populaires et que l'être humain aime bien, qui viennent des croyances de l'évolution. Sur les 8 suppositions, un auteur nous dit « Aucune ne peut être considérée comme rigoureusement valable dans toutes les situations. Par conséquent, la datation par cette méthode est au mieux une estimation de l'âge des roches ou des minéraux. Ce n'est certainement pas un fait scientifique. » Puis comme c'est dommage parce que dans le monde, on présente ça comme étant scientifique, comme étant un fait qui a été prouvé par la science. Et c'est tout simplement faux de dire cela. Comme on l'a vu dans les Écritures, Dieu nous révèle cette tendance de l'être humain de se détourner du Créateur, de se détourner de sa révélation pour accepter d'autres perspectives qui sont en accord avec ses désirs. Dans 2 Timothée 4, au verset 3, on nous dit « Car il viendra un temps où les hommes, l'être humain, l'humanité, le monde
ne supporteront pas la saine doctrine ou l'enseignement biblique, les vérités des Écritures, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, que Dieu n'est pas le Créateur et qu'on ne doit pas lui rendre compte un jour après cette vie, qu'il n'y a pas eu de déluge et certainement qu'il n'y aura pas de jugement à venir, ils se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants, selon leurs propres désirs. Donc, c'est vraiment le siècle présent, c'est vraiment le monde qui pousse ces gens-là à leur donner des résultats de millions et de milliards d'années, à les pousser à avoir cette perspective-là qui vient les confirmer dans leur croyance que Dieu n'existe pas, que toutes choses sont venues par un processus naturel, aléatoire pendant le temps, et que finalement ils vont mourir et il n'y aura pas de jugement après cette vie. Pour eux, Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. Ils ne veulent pas entendre ça. Au contraire, on nous dit, ils détourneront, les gens des derniers temps, l'oreille de la vérité. Et quand on parle de la vérité, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et elle nous révèle que la terre est jeune, qu'elle a été créée il y a seulement quelques milliers d'années. Ils détourneront l'oreille de la vérité, de cette perspective-là d'une jeune terre qui était acceptée dans le passé, se tourneront vers les fables ou vers les créations purement humaines, comme l'idée que la terre est vieille. Et il y a cette poussée spirituelle-là derrière toute cette perspective-là qui est enseignée dans notre monde. Mais des suppositions, comme par exemple la supposition des conditions initiales. Lors de la formation d'un spécimen, soit d'une roche ou d'un fossile, on prétend que seulement les éléments parents étaient présents et il n'y avait pas du tout d'éléments faits, donc le chronomètre de l'histoire de ce spécimen-là pouvait démarrer à ce moment-là. Mais comme on l'a vu la dernière fois, c'est totalement impossible de prouver cela. Ce n'est pas scientifique, il n'y avait pas de laboratoire lors de la création de ces choses-là. En fait, lorsqu'on regarde des choses, des phénomènes aujourd'hui, qu'on peut analyser, qu'on peut surveiller, qu'on peut tester dès la formation des spécimens, on s'aperçoit que ces suppositions-là, comme les conditions initiales du début du chronomètre, c'est totalement faussé. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Ça ne marche pas. Et ça vient contredire cette perspective-là du début du processus de désintégration radiométrique. Du début, alors qu'il n'y avait pas d'éléments faits, et on peut dire que l'ange a tel et tel âge, et l'horloge, le spécimen a tel et tel âge, et l'horloge ne débute pas à zéro, le processus est faussé, et les âges proposés sont erronés. Donc, les conditions initiales. Mais une autre supposition, comme on a vu, c'est les conditions idéales, comme on peut avoir dans un laboratoire, avec une température, une pression, une humidité, toutes les conditions de laboratoire parfaites pour examiner des spécimens. On nous dit qu'à travers l'histoire, ces conditions-là clos existaient aussi sur la planète Terre, sans infiltration quelconque, sans contamination pendant des millions, voire des milliards d'années, sans catastrophe ou phénomène naturel qui fausse entièrement le processus de désintégration. Encore une fois, c'est impossible de le savoir. C'est une croyance, une fabulation humaine. Des suppositions comme, troisièmement, on a vu cette supposition-là de la désintégration constante à travers le temps. La désintégration des éléments radiométriques, un taux de décomposition atomique qui ne change pas pendant des millénaires, qui reste constant, une constance absolue à travers l'histoire du spécimen. Et encore une fois, c'est impossible de pouvoir le démontrer. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse analyser le troisième fait concernant les méthodes de datation. C'est-à-dire que les méthodes de datation ont été démontrées comme étant inexactes et comme étant, elles ne sont pas exactes et elles ne sont pas fiables. Et comment est-ce qu'on a pu faire ça? C'est qu'on a pris des phénomènes, on a pris des spécimens
dont on connaissait déjà l'âge, des restes biologiques avec un âge connu, des phénomènes qui peuvent être testés de nos jours par les scientifiques pour voir si ces trois suppositions-là sont vraies. Les conditions initiales, les conditions idéales et les conditions constantes. Puis là, on peut tester ces choses-là. Et ce qui a été démontré scientifiquement, c'est que ces horloges naturelles-là sont inexactes. En fait, elles sont fausses. Et comme c'est triste, n'est-ce pas, qu'elles sont aussi un instrument du malin pour détourner les gens de la foi, pour scandaliser ceux qui se tournent vers le Créateur et ceux qui lisent la parole de Dieu et qui finalement sont convaincus par tous ces dires-là, par toute la propagande, que la terre est vieille de millions de milliards d'années et qu'ils vont se détourner de la vérité. Et c'est basé sur des méthodes qui sont fausses, ou plutôt sur des résultats qui sont faux et contraires à finalement la vérité. Et on nous demande de croire à un scénario de l'histoire lointain, l'histoire qui est improuvable grâce aux méthodes scientifiques, alors que les âges connus contredisent la validité même de ces méthodes. Un auteur a dit, il a été démontré que la datation radiométrique donne de mauvaises estimations d'âge sur des roches dont l'âge est connu. Donc, quand on fait des tests pour des phénomènes qu'on sait quand ils se sont produits, puis on sait les âges ou les restes biologiques ont tel et tel âge, puis là, on teste avec ces méthodes-là, on s'aperçoit que ça ne donne pas du tout ces âges-là. Je vous donne des exemples dans un instant. Pourtant, les autorités séculières continuent de supposer qu'ils donnent des estimations d'âge correctes sur des roches d'âge inconnus. Donc, dans le passé, dans le lointain passé de l'histoire de la Terre, on nous dit, croyez-nous, ces âges-là ou ces fossiles-là ont tel et tel âge. Mais quand on leur dit, on fait des tests aujourd'hui et ça contredit l'efficacité de ces méthodes-là, on dit, oui, oui, mais c'est correct, détournant l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Et ces docteurs-là sont encouragés par une société qui ne veut rien savoir de la vérité. Le fait que les âges radiométriques pour les roches d'âge connues s'avèrent si sérieusement inexacts est une forte suggestion qu'une ou plusieurs de ces suppositions sont simplement incorrectes. Et ça en prend seulement une pour tout fausser le processus. Et on nous dit, c'est évident, une ou peut-être toutes les suppositions sont tout simplement incorrectes. Donc, ce sont des âges qu'on ne peut pas accepter scientifiquement. Puisque les calculs de l'âge sont très sensibles à ces suppositions, et comme il est clair que nous ne pouvons pas savoir si les suppositions sont vraies, et puisque la datation radiométrique produit des résultats extrêmement incorrects pour les roches d'âge connues, il est tout à fait raisonnable de conclure que les dates radiométriques ne sont pas fiables. On ne devrait pas être scandalisé à cause des millions et des milliards d'années. On ne devrait pas se détourner de la vérité de Dieu et du Créateur à cause de ces fabulations d'hommes, parce que ce ne sont pas des faits scientifiques. C'est présenté comme ça dans le monde, parce que derrière le monde, il y a un grand menteur et le père du mensonge qui répand ces fabulations-là pour détourner l'homme de la vérité. On ne devrait pas mettre notre foi dans ces méthodes-là. Notre compréhension de la forme, ça c'est un évolutionniste qui dit cela, et du motif de l'histoire de la vie, dépend de la précision des fossiles et des méthodes de datation. Si les fossiles ou la datation des fossiles pouvaient être jugés inexacts, toutes ces formes, toutes ces informations devraient être rejetées comme dangereuses. Alors il avoue, si on peut démontrer qu'elles ne fonctionnent pas et elles ne donnent pas de vraies dates, alors c'est dangereux comme processus à suivre parce que c'est tout simplement erroné. Si les dates ne sont jamais correctes lorsque l'âge des roches est connu, donc on utilise ces méthodes-là, puis on arrive à des dates qui n'ont rien à faire avec la réalité, alors comment pouvons-nous être certains qu'ils sont corrects lorsque nous ne connaissons pas l'âge exact des roches, c'est-à-dire des roches venant du passé? J'aimerais vous donner juste quelques exemples. Il y a toutes des listes d'exemples de tests qui ont été faits avec des méthodes sur des roches, par exemple les roches ignées.
des roches, on pourrait dire magmatiques ou qui viennent de l'activité volcanique. Là, c'est pas difficile, on a juste à aller lorsqu'il y a une éruption volcanique, puis regarder, prendre des spécimens, les laisser refroidir, puis là, commencer à les tester. Puis d'après la méthode, supposément, il n'y a plus du tout d'éléments faits et on est dans des conditions idéales et il n'y aura pas d'infiltration, puis il n'y aura pas de changement de la désintégration. On peut partir le chronomètre après l'éruption volcanique. Puis à partir de là, on peut savoir quel est l'âge. Et lorsqu'on teste des différentes formes de méthodes radiométriques, on s'aperçoit que ce ne sont pas du tout les bons âges. En fait, ce sont des âges qui sont totalement erronés, qui nous détournent des vrais âges de ces roches. Regardez quelques exemples. La coulée de lave en Nouvelle-Zélande en 1949, un volcan, on a pris des spécimens après l'éruption de ce volcan-là. Maintenant, c'est même pas 100 ans, là. C'est un volcan qui est très récent et le chronomètre devrait avoir parti en 1949. Et lorsqu'on a fait des tests avec les méthodes radiométriques, on a pris les spécimens, puis on a commencé à regarder les différentes quantités par an, quantités filles pour voir l'âge, on nous a dit que ce volcan-là avait 275 000 ans. Wow! Puis ça, c'est avec un âge connu. Ça ne fonctionnait pas du tout. Un autre exemple, l'éruption volcanique de 1963 en Italie. Encore une fois, quelque chose qui est récent, même pas 100 ans. Le résultat, 8,5 millions d'années. 8,5 millions d'années que les méthodes de datation nous ont donné, comme si la désintégration des éléments parents dans les éléments faits s'était faite juste en quelques décennies et c'était l'équivalent de 8,5 millions d'années d'après les taux qui se voient en laboratoire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y en a plein d'exemples comme ça. En 1964, l'éruption de l'Etna en Italie. Encore une fois, c'est tout récent. Le résultat, 700 000 ans. Les spécimens ont donné un âge de 700 000 ans avec les méthodes de datation qui sont acceptées aujourd'hui. On sait que ce n'est pas vrai. Ensuite, les roches de l'éruption du mont Saint-Helens en 1982. Peut-être vous vous rappelez de cette éruption-là, lorsque les gens avaient commencé, les géologues, tout ça avaient commencé à voir qu'il y avait vraiment de l'activité qui est en train de se produire dans cette montagne-là. On a averti les gens de s'en aller de la montagne. Puis il y a une cinquantaine de personnes qui ont dit on reste ici. Et finalement, ça l'a explosé. Ça l'a fait une catastrophe incroyable. Et on a pu tester les spécimens de cette explosion-là. Et avec différentes méthodes, certains ont donné un âge de 350 000 ans et d'autres de 2,8 millions d'années. Vous ne saviez pas que vous étiez vieux de 2,8 millions d'années et plus, ceux qui ont vécu cela d'après ces méthodes-là. Mais on voit vraiment comment est-ce que c'est faussé. Juste un autre exemple très révélateur. Cette fois-là, l'approche est multiple. C'est qu'on va prendre le même spécimen, mais on s'aperçoit qu'il y a différents éléments radioactifs dedans. Puis là, on va tester les proportions de ces différents éléments-là pour voir si ça nous donne tous les mêmes âges. Ça devrait, si c'est dans le même spécimen et ça s'est produit au même moment. Puis c'est une coulée de lave dans l'État de Washington. Puis le résultat de la méthode potassium-argon. Donc, on a regardé le potassium qui se transformait en argon. Et on a donné un âge de 350 000 ans. Dans un instant, je vais vous dire quand est-ce que cette explosion-là s'est produite. Quand est-ce que le volcan a commencé le chronomètre. Donc, 350 000 ans. Le résultat de la méthode sur des minéraux d'amphibole, c'est une autre manière de calculer l'âge. Et là, ça nous a donné 900 000 ans avec le même spécimen. Les roches qui sont ensemble, les roches ignées qui devraient avoir la même âge. Le résultat de la méthode des minéraux pyroxènes. Cette fois-là, avec cette méthode-là, dans le même spécimen, on a donné d'un âge de 1,7 à 2,8 millions d'années. Wow! Totalement fabuleux. Totalement croche. C'est un bel exemple de cela. Un auteur nous dit que ça arrive régulièrement qu'ils ont fait des tests comme ça sur les mêmes couches, les mêmes strates, les mêmes spécimens avec différentes méthodes d'après les matériaux qui se trouvaient dans ces roches ignées-là. Puis il dit, lorsqu'on donne une date à la même roche grâce à une ou plusieurs méthodes,
le résultat est souvent des âges différents. 300 000 ans, 900 000 ans, 1,7, 2,8 millions d'années, c'est pas mal différent. Et lorsqu'on donne une date à plus d'une reprise avec la même méthode, donc on attend quelques semaines, on dit on va rajouter quelques semaines au résultat, on s'aperçoit que c'est totalement un âge différent qui est donné. Les résultats sont souvent très différents. Puis dans cet exemple-là, encore une fois, c'était l'explosion du mont Saint-Helens. Cette coulée-là de lave en 1982. Cette explosion qui a été majeure, qui a démontré au monde la puissance d'un volcan majeur comme cela. Puis on a pris les spécimens, puis on a donné l'âge de 350 000 ans, 900 000 ans, puis 1,7 à 2,8 millions d'années. Et finalement, il y a des scientifiques qui ont dit on doit tester plus que juste le mont Saint-Helens. Puis de 1997 à 2005, pendant 8 ans, il y a un groupe d'environ une douzaine de scientifiques, tous des doctorats, soit en physique ou en géologie, bien sûr, tous des spécialistes qui sont partis pour pouvoir démontrer cette technique-là, cette méthode-là à travers le monde. Ils ont pris le Grand Canyon, on vient de le voir. Ah, je reviens, j'ai juste oublié une petite citation, je suis désolé, sur le mont Saint-Helens. Les scientifiques créationnistes ont découvert des dizaines d'anomalies, des conflits comme celui-ci, comme le mont Saint-Helens. Étonnamment, ces résultats contradictoires ne perturbent pas les géologues traditionnels. Ils croient sincèrement que le monde a des milliards d'années et les résultats contradictoires ne les amènent pas à remettre en question leurs croyances. Je suis allé voir toutes sortes de sites, j'ai considéré les réponses des scientifiques. C'est à peu près toujours la même chose. Ah, c'est pas grave, on rejette ça, ça fait pas partie de notre perspective qui a été démontrée scientifiquement. Donc, il doit y avoir une erreur, il doit y avoir des infiltrations. Ah, là, les infiltrations sont permis. Là, c'est plus un système clos, un système fermé. Il doit y avoir eu des infiltrations. Puis toutes sortes d'explications. Puis ils prennent ça à la légère. Puis n'oubliez pas, dans 2 Pierre 3, au verset 5, on dit que les moqueurs, dans les derniers temps, vont choisir de ne pas croire à la création, de ne pas croire au déluge, de ne pas croire, je pense que c'est au verset 7 qu'on nous dit ça, au jugement à venir. Ils font ce choix-là. Dans leur esprit, ces conflits sont un petit mystère qui sera résolu avec une pensée créative et plus de recherche. On trouvera bien la solution plus tard. Donc, il y a des scientifiques qui sont partis, sont allés au Grand Canyon pour voir les âges qui étaient établis pour les différentes strates. Ils ont commencé à tester ces strates-là. Puis là, ça a juste parti, finalement, un phénomène où ils sont allés dans toutes sortes de nations. Puis il y a tous les endroits où on voyait beaucoup les strates de la Terre, où il y avait déjà des âges qui avaient été établis pour ces strates-là, les couches géologiques de la Terre. Puis on commençait à tester cela. Puis qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que ces méthodes-là sont totalement frauduleuses. Il y a 8 ans, donc à la fin du processus, ne sachant pas ce qu'ils trouveraient, l'équipe RATE, c'est un acronyme pour dire là, les taux de radiation, les tests des taux de radiation, a entrepris d'examiner de plus près la datation des radioisotopes qui a été à la base de l'argument selon lequel la Terre est vieille, une composante nécessaire de la théorie de l'évolution. Les découvertes de l'équipe RATE soutiennent fortement un jeune âge pour la Terre et défient donc sérieusement l'évolution. Et leur document final s'intitule « Des milliers et non des millions d'années ». Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ces spécimens-là, ils les ont amenés dans des laboratoires universitaires, des laboratoires scientifiques qui ne faisaient pas partie d'un groupe quelconque pour les faire tester d'une manière objective. Ils ont pris ces résultats-là, puis ils ont dit ce qu'on nous a dit pendant toutes ces années-là, c'est totalement faux. Ces méthodes-là ne fonctionnent pas. Ce ne sont pas des méthodes qui sont dignes. Ce sont des études approfondies, comme on peut s'y attendre, pour les résultats d'un projet de recherche qui remet en question la datation radiométrique les millions, les milliards d'années. De nombreux résultats passionnants sont ressortis du projet RATE. Au lieu que la datation radiométrique soit un défi pour les créationnistes, c'est maintenant un défi pour les évolutionnistes, mais la plupart ne veulent même pas le considérer. Puis quand ça ne fait pas partie de leur perspective, de leur manière de voir le passé,
ils mettent ça de côté, puis ils se détournent tout simplement de ces réalités-là. Mais pour ceux qui le savent, ça vient juste leur montrer, ah, c'est une fabulation humaine. Ça fait partie de la religion populaire et les grands prêtres de cette religion-là sont entêtés et ne veulent pas se détourner de ces idées-là. Je suis en train de lire le livre des Actes en ce moment dans mon culte dans le Nouveau Testament. Puis je passais à travers le livre des Actes, je voyais des personnages comme Étienne, comme Pierre, comme l'apôtre Paul. Puis à chaque fois qu'ils arrivaient devant ces grands prêtres-là des différentes religions, soit en Israël, les chefs religieux, ou les grands prêtres des cultes païens, souvent il y avait une grande opposition. Et quand les arguments et les vérités qui étaient présentées étaient tellement puissants, ce qu'on faisait, c'est souvent, c'était pas se repentir et croire, on essayait de tuer et d'éliminer finalement le messager qui nous amenait ces données-là. Mais leur objectif, c'était d'arriver à des résultats qui étaient testés, des résultats objectifs, pour voir si finalement ce qu'on nous avait dit était exact. Puis il donne juste quelques résultats, juste quelques exemples. Les méthodes conventionnelles de datation par radioisotope sont incohérentes et donc peu fiables. Pourtant, on présente ça comme un fait scientifique. Partout dans les journaux, dans les revues, dans tout, on nous dit que c'est prouvé ces choses-là. En datant la même couche de roche, la datation radiométrique a calculé 4 âges très différents. On a vu ça, par exemple, avec le mont Sainte-Hélène. 300 000 ans, 900 000 ans, 1,7 million, 2,8 millions. Et c'était un phénomène qui avait à peine 40 ans. Donc, des âges vraiment très différents. Des quantités importantes d'hélium furent trouvées dans des spécimens qui sont présentés comme étant vieux de 1,5 milliard d'années par la méthode uranium-plomb. Quand l'uranium se change et commence à devenir du plomb, le plomb 206, cette transformation-là va faire en sorte qu'il va y avoir des petites particules alpha qui vont être projetées dans le changement. Et ces particules-là vont se lier à des électrons et former de l'hélium. Et quand ça se produit, l'hélium commence déjà à chercher à sortir du spécimen. Mais quand ils ont pris des couches de terre qui étaient vieilles d'1,5 milliard d'années, ils ont vu la quantité d'hélium qui était là, qui nous dit que ces couches-là n'ont pas plus que 4000 à 8000 ans. Pourquoi? Parce que tout l'hélium aurait réussi à se faufiler et à sortir. C'est un phénomène normal pour l'hélium, de pouvoir se sortir comme ça de ces spécimens-là. Et on sait le temps que ça prend. Et donc, avec tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont dit, c'est pas 1,5 milliard d'années, ces roches-là, puis ces couches-là, puis ces strates-là. C'est à peu près de 4 à 8 000 ans. Donc, encore une fois, ça vient fausser les données. Les radiohalos, dans ce phénomène-là de transformation, alors que les neutrons se défont puis se transforment, puis on a ces petites particules d'alpha qui sortent, et ces particules-là vont laisser des effets dans certaines couches de terre. Puis ça va faire comme des petits cercles. Tout l'effet des particules alpha, ça va faire comme un petit cercle qu'on appelle des radiohalos. Puis ils apparaissent dans les roches à cause de la décomposition de l'uranium qui fait ça et du polonium. Ce qui suggère fortement un taux de décroissance rapide et non une décroissance progressive sur des milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore là. On voit encore ces petits cercles-là. Le problème, c'est que ces cercles-là disparaissent avec le temps. La roche va les éliminer et les enlever. Et si ces roches-là avaient des milliards d'années, ils ont trouvé ça partout, ces particules-là. C'est pas ces particules, mais on pourrait dire ces restants de l'activité atomique du polonium et aussi de l'uranium. Ces choses-là ont dû se désintégrer et ça ne fait pas très longtemps parce qu'on les voit encore. Si ça faisait des milliards d'années, la roche aurait totalement couvert les choses, le spécimen n'aurait aucun radiohalo. Donc un taux très rapide de désintégration en quelques mois plutôt que pendant des milliards d'années. Donc ces roches-là, ça fait juste quelques mois qu'il y a eu ces phénomènes-là et ça ne fait pas des milliards d'années. Encore une fois, là, on dit oui, mais ça fait pas juste quelques mois que ces choses-là ont été créées par Dieu, mais on fait juste nous montrer que nos suppositions ne sont pas vraies
et que les milliards d'années ne sont pas exacts. Les diamants, considérés comme des millions et des milliards d'années, vieux de millions de milliards d'années par les évolutionnistes, contiennent des niveaux importants de carbone 14. Comme le carbone 14 se désintègre rapidement, aucun n'aurait dû être trouvé dans les diamants si l'âge évolutif est correct, donc c'est des milliers et non pas des millions, des milliards d'années. Et ça, on va regarder ça dans la section sur le carbone 14. Le carbone 14 donne des âges pour des êtres qui ont existé dans le passé. Mais le charbon et les diamants sont des récifs de ces êtres-là. Donc, c'est les seules choses qu'on peut dire qui ne sont pas des fossiles qu'on peut tester. Et à cause de ça, on voit que le charbon et les diamants n'ont pas des milliards d'années. Mais on va regarder tous les détails de ça. Et ça, ce sont quelques, si on pourrait dire, résultats venant des roches de la Terre qu'on peut tester avec ces méthodes-là. Maintenant, concernant la datation des fossiles, on a vu les roches ignées ou volcaniques. Pour les fossiles, les indications aussi pointent vers des erreurs majeures de datation. On va voir les détails dans la prochaine section sur la datation du carbone 14, mais je vais juste vous donner quelques exemples. Par exemple, l'idée des dinosaures. On place la vie des différentes espèces de dinosaures il y a 200 millions à 65 millions d'années. Donc, on les place là, dans cet âge-là, la période mésozoïque, dans ces couches-là de la Terre. Puis on nous dit, ces créatures-là sont vieux de toutes ces millions. Les plus jeunes, c'est peut-être 65 millions, mais ça peut aller jusqu'à 200 et 220 millions d'années. Mais est-ce que c'est vraiment exact? Est-ce qu'on peut arriver à des dates? Juste en passant, pour les dinosaures et les fossiles, on ne peut pas se baser sur des méthodes comme le carbone 14. Le carbone 14, ça a à peu près le maximum d'utilité, 80 000 ans, puis dans le fond, c'est moins que cela. Mais si on essaie de voir le carbone 14 dans des choses plus vieux que 80 000 ans, ça serait totalement faux. Donc, on ne peut pas parler de fossiles qui sont vieux de millions d'années et parler du carbone 14. Mais vous allez voir dans notre prochaine section ce qu'on apprend concernant ces choses-là. Donc, il faut regarder les couches de la Terre dans lesquelles les fossiles se trouvent. C'est en datant les couches de la Terre que là, on établit finalement l'âge des fossiles. Mais est-ce que c'est exact? Et est-ce que c'est une méthode qui est fiable? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir dans notre partie sur le carbone 14 que finalement, toutes ces couches-là de la Terre, avec tous ces différents fossiles-là qui sont vieux de dizaines de milliers jusqu'à des millions d'années, toutes ces choses-là nous montrent finalement que ce n'est pas vrai. C'est tout un scénario de l'histoire passée de la Terre qui est totalement frauduleux et ce n'est pas du tout exact de croire que les dinosaures ont vécu il y a des millions d'années. Juste quelques indications pour vous montrer cela ce soir avant de passer au fait numéro 4. Premièrement, la plupart des dinosaures sont trouvés dans les couches supérieures de la Terre. Quand on trouve des fossiles, comme on voit ici, des excavations, ce sont dans les couches supérieures. On ne parle pas là, de l'âge mésozoïque, l'âge jurassique, triassique, puis le crétacère, ou ainsi de suite. On ne parle pas du tout de ça. Souvent, les dinosaures se trouvent avec les animaux modernes dans les couches supérieures. Donc là, on peut dire, ben, la colonne géologique n'est pas en train de nous dire que ces choses-là ont des millions d'années. Puis de même, il y a toutes sortes de dinosaures qui ont démontré que les fossiles qu'on a découverts ne peuvent pas être vieux de millions d'années. On a trouvé, depuis 1990, il y a plus de scientifiques qui se concentrent là-dessus. On a trouvé du tissu mou dans les os des dinosaures. On a trouvé des os de dinosaures non fossilisés. Des protéines dans les fossiles des dinosaures, des globules rouges dans les fossiles des dinosaures, de l'ADN dans les fossiles des dinosaures, du carbone 14 dans les fossiles de dinosaures. N'oubliez pas, le carbone 14, maximum, c'est 80 000 ans. Souvent, les gens vont dire 60 000 ans et même vont descendre ça beaucoup plus bas que ça. Puis vous allez comprendre quand on va parler de la désintégration du carbone 14 en azote. Pourquoi est-ce que on ne peut pas retrouver du carbone 14 dans des choses qui sont vieux de dizaines et de dizaines de milliers d'années? Mais certainement pas 65 millions d'années. Et certains des dinosaures, d'après l'estimation, avaient 200 millions d'années. Toutes ces différents
ces découvertes-là d'environ une vingtaine d'éléments biologiques qui se trouvaient dans les dinosaures nous montrent que les dinosaures ne sont pas vieux, loin de là. Mais on va revenir en détail là-dessus pendant notre étude sur le carbone 14, donc à venir. Maintenant, le fait numéro 4, notre dernier fait sur les méthodes de datation, c'est que la majorité des phénomènes sur la Terre, la majorité des phénomènes qui démontrent un changement avec le temps, c'est ça les horloges biologiques, ou pas les horloges biologiques, les horloges de la nature, ou les méthodes de datation. Là, la radiométrie, on le sait, c'est au niveau atomique, les changements atomiques. Mais il y a toutes sortes de phénomènes autour de nous. En fait, la majorité des phénomènes qu'on peut regarder un taux de changement avec le temps pointent vers le fait que la Terre est tout simplement jeune. En plus de la datation radiométrique, en plus de ces datations qui sont utilisées par les scientifiques, il y a toutes sortes d'autres horloges naturelles qui viennent contredire les méthodes radiométriques, qui viennent nous montrer que finalement la planète Terre nous montre, et même dans ces méthodes radiométriques, on voit que les choses ne sont pas vieilles, mais la planète Terre nous montre qu'elle a été une création récente. Les cieux, la Bible nous dit, racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. On peut vraiment croire que la planète Terre est jeune et s'appuyer sur la parole de Dieu et le livre de la Genèse. J'estime qu'il y a des centaines de processus, de phénomènes qu'une personne pourrait utiliser pour obtenir une idée de l'âge de la Terre. Seulement quelques douzaines de ces processus au plus donnent des milliards d'années quand on accepte nécessairement tout le scénario évolutif, les différentes suppositions qui sont proposées pour donner des milliards d'années. L'autre 90% de ces processus donnent bien moins que des milliards d'années. Donc, ça se rapproche beaucoup plus de ce que la parole de Dieu a à dire concernant l'histoire de la Terre. Encore une fois, on ne connaît pas les conditions initiales. On ne connaît pas les conditions idéales. On ne connaît pas les conditions constantes. Il faut accepter certaines choses, mais quand on regarde, c'est certain que ça n'amènera pas à croire à des millions d'années. Pour chaque méthode de datation qui indique des milliards d'années de l'histoire de la Terre, il y a 10 méthodes qui indiquent que la Terre est beaucoup trop jeune pour que l'évolution se soit produite. Donc, il dit, il faut écouter ce que la planète Terre a à dire et ses processus aussi. La grande majorité des méthodes de datation indiquent une Terre relativement jeune. Ainsi, il me semble que la bonne science devrait suivre le courant de 90% des données. Encore une fois, si on était ouvert, si on était objectif, d'accepter le message de la nature autour de nous. 90% des données. Et elle devrait suivre comme hypothèse pratique que la Terre est réellement jeune et essayer de trouver des explications pour l'autre 10% des données. Au lieu de faire l'inverse, renverser la logique, on devrait accepter ces choses-là. Ce processus particulier semble être une approche beaucoup plus scientifique que celle utilisée par les évolutionnistes. En effet, il se concentre sur le 10% des données et ce sont les données que vous allez toujours entendre parce qu'elles sont en accord avec ce que les gens veulent entendre et avec notre monde des derniers temps qui ne veut pas considérer les vérités de la parole de Dieu. Donc, quelques processus, juste pour vous donner des exemples, là, je vous en donne un, juste pour commencer, j'aimerais vous parler des chutes Niagara. Les chutes Niagara, il y en a aux États-Unis, il y en a une partie au Canada. Les chutes Niagara, c'est une horloge naturelle. Pourquoi? Parce qu'on sait combien d'érosion des pierres sous la chute, combien est-ce qu'il y a d'érosion à chaque année. Puis on peut partir de ces chutes-là, puis regarder où les chutes ont débuté, puis retourner dans le temps avec le taux d'érosion qui est assez constant, puis se dire, bon, ben, ça fait tant de milliers d'années que ça se produit, cette érosion-là. Et certainement pas des millions d'années. De 3 à 5 pieds par année. Puis ça a changé. Au début, c'était 3 pieds, puis progressivement, là, c'est devenu 5 pieds par année. Puis les chutes ont reculé comme ça. Mais là, si on pense au passé,
On n'est pas certain exactement à quel endroit les chutes ont débuté, mais si on pense au passé, puis on met un scénario de la parole de Dieu, que Dieu a créé toutes choses, l'être humain s'est rebellé contre lui, il a envoyé un déluge qui a transformé la topographie de la terre, qui a refait finalement le monde sur lequel on habite maintenant, et peut-être les chutes Niagara étaient à un autre endroit, puis avec le déluge, il y a eu une grande érosion, parce qu'on estime que c'est plus que 10 000 ans. Certains disent peut-être 20 000 ans, d'autres 15 000 ans, ça va varier. Les évolutionnistes, longtemps, ont dit que c'était 33, 35 000 ans, mais avec plus d'évaluation aujourd'hui, on se tourne beaucoup plus proche du scénario biblique, que les chutes ont seulement peut-être 10 000 ans. Mais si les chutes avaient des millions, et peut-être des centaines de millions d'années, pourquoi est-ce que les chutes Niagara ne sont pas rendues dans le golfe du Mexique, ou peut-être dans le Pacifique, puis qu'ils n'ont pas grugé à travers le taux de 3 pieds à 5 pieds par année, qu'ils n'ont pas grugé tout à travers le continent américain? C'est ce qu'on devrait avoir comme résultat si effectivement ces chutes-là sont actives depuis des millions, sinon des centaines de millions d'années. Là, on va dire, oui, mais on ne sait pas quelles étaient les conditions. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est des choses qu'on ne peut pas prouver et qu'on ne peut pas réellement savoir. Et pourquoi c'est peut-être plus vieux que 10 000 ans? Parce que probablement que le déluge de Noé a accéléré, avec tout ce débit d'eau-là, a accéléré l'érosion des chutes Niagara. Ça, c'est juste un exemple. Je donne d'autres exemples. L'hélium, on l'a déjà vu dans le granit. Les couches de granit, tout ça, on voit qu'il y a encore de l'hélium. Ça nous montre que ça ne peut pas être vieux. Les radios halo, du polonium dans le granit, je veux juste suivre là, les exemples qu'il donne. Le carbone 14 dans l'atmosphère aussi, la quantité de carbone 14, ce n'est pas en accord, d'après les taux qu'on connaît, ce n'est pas en accord avec les millions, les milliards d'années. Le carbone 14 dans le charbon et les diamants, qui sont supposément vieux de millions de milliards d'années, on ne devrait plus du tout avoir de carbone 14. On en trouve amplement. Le sodium, le sel dans les océans, la salinisation des océans. Combien de temps, avec le taux de sel qu'on sait qui est mis à chaque année, depuis combien de temps est-ce que le sel est en train de se mettre dans les océans? On va parler d'un processus où le sel peut être enlevé aussi, mais c'est certainement plus proche des données bibliques que de la théorie populaire. Les sédiments dans les océans, pourquoi est-ce qu'on a encore des continents? Pourquoi ils n'ont pas tous expérimenté l'érosion? Si c'était des millions d'années, c'est ce qu'on s'attendrait. Le problème du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre est en train de devenir de plus en plus faible. On peut voir le taux, à chaque année, tester le taux, puis il y a de moins en moins de ce champ-là. Mais si on retourne, il y a 10 000 ans, l'être humain pouvait vivre sur la Terre sans aucun problème. 100 millions, 500 millions, 1 milliard, 4,5 milliards d'années, il n'y a rien qui aurait pu vivre sur la Terre avec la puissance du champ magnétique. Juste en passant, le fait que le champ magnétique change, ça vient fausser les données du carbone 14. Pourquoi? Parce que le champ magnétique, c'est lui qui, avec l'atmosphère, couvre la Terre des rayons cosmiques. Et c'est les rayons cosmiques qui viennent former le carbone 14. Puis on va tout voir ça, la transformation de l'azote en carbone 14, puis ainsi de suite. Mais s'il y avait un champ magnétique plus fort dans le passé, ça allait totalement changer les taux et aussi la quantité de carbone 14 qu'il y avait dans le passé. Donc, ça vient tout fausser les données. Les statistiques démographiques de l'homme, si on part dans le passé avec un premier couple, qu'on remonte il y a depuis 6 000 ans, il n'y a aucun problème à avoir 8,5 milliards de personnes sur la Terre. Mais si on essaie d'expliquer ça sur des centaines de milliers, sinon des millions d'années, on a un gros problème. Il n'y aurait plus de place pour vivre sur la Terre. La récession de la Lune, on perd la Lune de tant de centimètres à chaque année. Mais si on retourne il y a 10 000 ans, il y avait encore tous les phénomènes qui sont faits, comme les marées qui sont produits par la Lune. Aucun problème. L'être humain pouvait vivre. Si on retourne 50 000 ans, 200 000 ans, 5 millions d'années, là, ça a été un gros problème de vivre sur la Terre. Donc, encore une fois, on nous montre ces réalités-là. La désintégration rapide des comètes, 10 000 ans, on estime 12 000 ans qu'un comète, en passant dans le système solaire, puis en sortant du système solaire, puis en revenant à travers le système solaire, va se désintégrer. Pourquoi est-ce qu'on a encore des comètes aujourd'hui?
Il y en a qui disent, oui, mais c'est le nuage Oort. Il y a une place où les comètes naissent, là, en dehors de ce qu'on peut observer. Il n'y a jamais eu aucune indication que le nuage Oort existait. C'est juste une explication pour la réalité qu'on a encore des comètes. L'univers est jeune. Les galaxies spiralent. Avec le temps, les galaxies perdent leurs bras. En juste quelques milliers d'années, on aura encore des galaxies spirales. Dans des millions, des milliards d'années, les galaxies n'auraient plus du tout de bras. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes. Comme un auteur a dit, il y a des centaines de phénomènes. 90% de ces horloges de la nature, de ces méthodes de datation, nous disent que la Terre est jeune. Maintenant, si vous voulez vous joindre à moi, la prochaine fois, on va regarder cette étude type-là du carbone 14. Puis on en entend beaucoup parler du carbone 14 comme une indication d'évolution. Oh, que c'est faux! Oh, que c'est faux! Vous allez voir, on a un beau message qui nous est donné par notre Dieu concernant le carbone 14. Merci beaucoup de votre attention. Ces 4 faits-là importants sur les méthodes de datation qui viennent démystifier les méthodes et qui viennent nous montrer que ce sont tout simplement des croyances qui sont proposées et on peut avoir une autre perspective par la foi. Nous croyons que Dieu a créé toutes choses comme il nous le dit et on peut être autant scientifique avec les données que ceux qui proposent l'évolution parce que ça fait partie de la foi, ça fait partie de la croyance humaine et on ne peut pas démontrer scientifiquement ces éléments-là de la science historique. Donc, j'espère que vous allez vous joindre à nous pour regarder le carbone 14 et apprendre des vérités qui vont nous fortifier dans notre foi et nous encourager à marcher fidèlement avec notre Créateur. Bonne soirée à tous.